Bonjour tout le monde et bienvenue à la suite de cours électronique analogique. La dernière fois, nous avons entamé le chapitre 1 concernant le transistor bipolaire et nous avons vu les différentes caractéristiques physiques et électriques de ce transistor bipolaire. Puis, nous avons entamé l'étude statique de transistor. Cette étude statique consiste principalement à fixer le point de fonctionnement. Nous avons vu différentes manières de faire cela, soit en se basant sur le réseau de caractéristiques et les droites d'attaque et droites de charge, donc ce qu'on appelle la méthode graphique, ou bien la méthode algébrique au niveau qui se base principalement sur le calcul, qui permettent de déterminer le point de fonctionnement, à base bien évidemment des éléments de montage. Nous avons vu aussi quelques schémas de polarisation à base d'un seul générateur, qui polarise bien évidemment les deux jonctions de transistors. Donc ce sont des schémas de polarisation automatique très largement utilisés dans les différents schémas électriques. Puis après, nous avons commencé l'étude dynamique de transistors. Nous avons focalisé sur le composant, à savoir le transistor, et nous avons vu quelques caractéristiques dynamiques de ce transistor. Donc le but de l'étude dynamique, c'est de faire des petites variations autour de points de fonctionnement tout en restant dans le régime petit signal et bien évidemment pour essayer de profiter au max des caractéristiques d'amplification données fournies par le transistor. Donc, on a abouti à un schéma équivalent dynamique de transistor qui est un schéma simplifié et qui sera utilisé dans les montages électroniques à base de transistors. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de transistors bipolaires dans des montages d'amplificateurs à base des transistors. Et donc, nous allons voir tout d'abord le schéma général d'un amplificateur et puis nous allons travailler sur quelques exemples. Donc, un amplificateur à transistor, c'est un montage électronique plutôt, qui amplifie les amplitudes d'un signal appliqué à son entrée et fourni par un générateur de signaux. Donc, vous pouvez voir ici le générateur de signal d'entrée avec sa résistance interne. Donc, le schéma ici, c'est général. Parfois, on trouve la résistance interne, parfois, on ne le trouve pas. Et puis, le générateur qui est là, qui est un générateur dynamique. D'accord? Dynamique, ça veut dire que son signal varie dans le temps. D'accord? Alors, l'ampli ou l'amplificateur se trouve ici au milieu. Comme vous pouvez voir, c'est une boîte noire, c'est un quadripôle. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, hein. Il peut y avoir plusieurs schémas d'amplificateurs, hein. Donc, ça va être un de ces schémas-là. Donc, l'amplificateur qui se trouve ici, il a certaines caractéristiques. Pour qu'on l'appelle amplificateur, il doit vérifier certaines caractéristiques. Donc, parmi ces caractéristiques, il ne doit pas il ne doit modifier ni la forme de signal d'entrée, ni les fréquences utiles de signal d'entrée. Donc on ne modifie pas la forme, c'est-à-dire si on a un signal triangulaire au niveau du générateur d'entrée, l'amplificateur doit amplifier ce signal sans changer sa forme, c'est-à-dire le signal à la sortie doit rester toujours triangulaire, mais il sera amplifié. La même chose pour les fréquences utiles de signal ne doivent pas être changées. Généralement, on travaille avec un signal à une fréquence, mais il se peut qu'on a un signal contenant plusieurs fréquences. Dans ce cas-là, l'amplificateur doit amplifier ce signal sans changer sa fréquence. C'est-à-dire la fréquence de signal à l'entrée sera la même que la sortie. Si ces fonctionnalités sont garanties, si l'amplificateur il opère dans sa zone linéaire. D'accord? S'il rentre dans le régime non linéaire, certainement on aura certains dysfonctionnements. Donc, tout d'abord, la forme ne sera pas garantie parce que, comme on a expliqué auparavant, le signal sera distordu donc écrité. Ce qui fait qu'on est dans le régime de saturation. Et les fréquences, il se peut aussi que les fréquences seront changées.
Donc voilà, les caractéristiques de l'amplificateur, les premières caractéristiques de l'amplificateur à base transistor, c'est qu'il doit garantir certaines fonctionnalités tout en fonctionnant dans la zone linéaire. Donc vous voyez que l'importance de la zone linéaire et de la linéarité qu'on a expliqué auparavant. Donc, dans ce schéma-là général d'un amplificateur, on voit déjà d'autres éléments, comme par exemple les condensateurs qui sont là, ou les capacités. Ce sont deux capacités de liaison. Capacité de liaison à l'entrée et capacité de liaison à la sortie. D'accord? Donc, on va voir à quoi ils servent ces capacités de liaison. Mais déjà, une des fonctionnalités ou des utilités de, de ces deux capacités, c'est qu'ils permettent d'identifier l'amplificateur. Parce que l'amplificateur ou le schéma de l'amplificateur que vous voyez là, d'accord, qui est une boîte noire pour le moment parce que on parle sur des généralités, donc il se trouve entre la capacité de liaison d'entrée et la capacité de liaison de sortie. Donc les deux capacités permettent d'identifier le schéma de l'ampli ou de l'amplificateur, d'accord? Donc ça, on peut les utiliser pour identifier d'abord euh, le schéma de l'amplificateur dans un montage, surtout dans un montage complexe. D'accord? C'est un montage qui est un très grand montage électronique avec différentes composants. Et ben, s'il s'agit d'un amplificateur, et ben, on peut identifier l'ampli ou le schéma de l'ampli en regardant entre ces deux capacités. Parce que l'ampli, on sait qu'il est se trouve entre les deux. C'est-à-dire l'entrée de l'ampli, il est là, et la sortie, il est là, au niveau de la capacité de liaison de sortie. D'accord? Donc, il sert au niveau électronique, il sert à d'autres choses. On va évoquer ça par la suite. Et puis à la fin, on a la charge, comme vous voyez là, l'impédance de charge de sortie, euh, qui reflète en fait un récepteur hein, ou bien un étage d'amplification ou bien d'autres choses qui se trouvent à la fin de circuit. D'accord? Donc pour nous, on l'appelle charge ou impédance de sortie du montage. D'accord? Alors, nous allons, à travers les schémas à base d'amplificateur, à base les schémas d'amplification à base transistor, faire l'étude dynamique, ou regarder plutôt l'étude, les paramètres dynamiques de l'amplificateur. Alors, il existe différents paramètres dynamiques de l'amplificateur qui permettent de caractériser en fait l'amplificateur. Donc, voilà. Leur connaissance, bien évidemment, elle est primordiale pour l'utilisation de l'amplificateur. Donc, ils sont définis principalement à base des signaux d'entrée et des signaux de sortie dynamiques de l'ampli. Donc, à base de signal d'entrée VE et de signal de sortie VS, et aussi les courants, hein, le courant IS et le courant IE, le courant d'entrée et le courant de sortie. Donc on peut déterminer les différents paramètres dynamiques de transistors qui sont là, qu'on va les voir, donc AV, AVC, AP, ZE, ZS et éventuellement la bande passante. D'accord? Donc voilà, donc on revient sur le même schéma hein, et on voit toujours qu'il y a les capacités de liaison qui sont là. D'accord? Alors ces capacités de liaison, ils nous aident à fixer le point de fonctionnement. D'accord? Donc ils nous aident à fixer le point de fonctionnement. Donc leurs valeurs ou les valeurs de ces capacités de liaison qu'on va généralement l'utiliser dans la majorité des montages à base d'amplificateurs qu'on va étudier sont bien choisies de telle façon que ces capacités de liaison euh, sont des circuits ouverts en étude statique et des courts-circuits en étude dynamique. D'accord? Donc, on sait que l'impédance d'une capacité ZC égale à 1 sur GC oméga. D'accord? 1 sur GC oméga, d'accord? Donc oméga c'est la fréquence, c'est 2pi fois la fréquence fois F, d'accord?
C'est 2 pi fois f. Alors, si je suis en statique, si je suis en train de faire l'étude statique se fait à une fréquence qui est nulle. Si la fréquence est nulle, ça veut dire que l'impédance, il est infini. Puisque l'impédance est infinie, et donc c'est un circuit ouvert. Donc, l'impédance, ou les capacités de liaison sont modélisées ou sont remplacées par des circuits ouverts. On les remplace par des circuits ouverts. Et donc, l'étude statique va consister seulement l'amplificateur au milieu. Donc, parce que le circuit il est ouvert de ce côté-là à l'entrée et de ce côté-là à la sortie. Donc, il n'y a que l'ampli. Donc, l'étude statique consiste à fixer le point de fonctionnement des transistors de l'amplificateur. D'accord? Donc, une fois que ces points de fonctionnement ils sont fixés, sans influence bien évidemment de l'entrée et de la sortie, parce qu'on a mis des circuits ouverts, on a mis des capacités qui se mettent en circuit ouvert, d'accord? Et donc, pas d'influence de générateur dynamique sur le circuit pour le moment, parce qu'on est toujours en statique, d'accord? Et donc, les points de fonctionnement sont fixes. Donc, puisqu'ils sont fixes maintenant, de tous les transistors de l'amplificateur, il se peut qu'un ampli peut avoir un seul transistor, comme peut avoir plusieurs, hein, 2, 3, 4, même plus. Donc, tous les points de fonctionnement, ils sont fixes maintenant. On passe à l'étude statique. Dans l'étude statique, on est en régime petit signal. Donc, on est en régime petit signal et généralement, on est en basse fréquence, d'accord? Et donc, généralement, les impidances, donc la fréquence, cette fois-ci, n'est pas nulle, d'accord, mais elle est grande quand même, elle est un peu élevée, hein, elle est dans l'ordre des mégas, ainsi de suite, d'accord, ce qui fait que qu'on a des impidances qui sont faibles, d'accord. Donc on choisit la fréquence de telle façon d'avoir des impidances qui sont faibles, puisqu'on reste dans le domaine basse fréquence, et donc voilà, on a des impédances qui sont faibles. Et si ces impédances-là sont faibles, donc on peut les remplacer dans ce cas-là par des courts-circuits. D'accord? Par des courts-circuits, c'est-à-dire des bouts de fil. D'accord? Dans ce cas-là, dans le régime dynamique, on peut connecter le générateur. Le générateur dynamique sera connecté à travers cette impédance. Donc maintenant, on peut faire des petites variations autour des points de fonctionnement qui sont déjà fixés dans les transistors existants dans l'ampli. D'accord? Donc cela, ça nous permet de faire des petites variations autour de points de fonctionnement tout en restant dans le régime linéaire. D'accord? Donc ça dépend des variations de générateur. Donc si le générateur varie d'une manière bien précise, donc on reste toujours dans le régime linéaire et dans ce cas-là, on peut profiter des caractéristiques de l'amplificateur et généralement l'amplification. D'accord. L'amplification, ça peut se faire au niveau courant, au niveau tension, même au niveau puissance. D'accord? Donc, vous pouvez voir, on peut dans ce cas-là commencer le calcul des différentes caractéristiques de l'ampli et voir est-ce qu'il s'agit d'un amplificateur de courant, un amplificateur de tension, un amplificateur de puissance. Alors, les différents paramètres, on va les définir rapidement. Peut-être vous les connaissez un peu plus. Parce que peut-être vous l'avez déjà vu ça auparavant. Alors, le premier paramètre de l'amplificateur, c'est ce qu'on appelle l'amplification en tension ou le gain en tension. D'accord? Alors, il y a deux types de gains, soit le gain AV ou le gain AVC. D'accord? Le gain vide ou bien le gain à charge. Parfois, le gain à vide, on le note AV0. D'accord? Alors, l'amplification en tension à vide, c'est AV0 ou bien à charge. C'est AVC. D'accord? Donc, il est défini par le rapport de la tension de sortie VS sur la tension d'entrée VE de l'amplificateur. Donc, on les définit de cette manière-là, comme vous pouvez voir, hein. Donc, AV ou AV0, si vous voulez, c'est VS sur VE pour ZL est infini. Donc, on, on enlève ZL. ZL, c'est un court circuit, un circuit ouvert. D'accord? Parce qu'il est infini. Si ZL est fini, c'est-à-dire si on considère qu'on a une charge finie, ayant une valeur déterminée, dans ce cas-là, on peut calculer le gain à vide, donc, le gain à charge, pardon.
Donc l'amplification en tension à charge. Donc ça dépend des montages. Parfois on peut calculer AV0, parfois on peut calculer AVC. Ça dépend si on a une charge ou bien on n'a pas de charge. Est-ce que le montage est chargé ou n'est pas chargé? Donc toutes ces choses-là, il faut les observer. C'est-à-dire qu'une fois on a un exercice ou bien un montage d'amplificateur à étudier, il faut l'assimiler au montage équivalent suivant que vous voyez devant vous, c'est-à-dire tout d'abord identifier l'amplificateur à base des capacités de liaison, en regardant les capacités de liaison de montage, les capacités de liaison d'entrée et de sortie, et identifier l'amplificateur qui se trouve entre les deux en capacité, et puis identifier l'entrée, c'est-à-dire le générateur d'entrée et sa résistance, s'il existe, sa résistance interne, et puis la charge du montage qui se trouve directement après la capacité de liaison de sortie. Donc voir est-ce qu'on a une charge ou pas, c'est-à-dire est-ce que le montage est chargé ou pas. D'accord? S'il n'est pas chargé, dans ce cas-là, on calcule le gain à vide. S'il est chargé, il faut calculer le gain à charge. On est obligé de calculer le gain à charge. D'accord? Par contre, si l'exercice, si le montage il est déjà chargé, c'est-à-dire on a une impédance ZL de sortie, mais l'exercice demande de calculer l'amplification tension à vide, c'est-à-dire AV0. Dans ce cas-là, il faut enlever la charge de montage. D'accord? Dans ce cas-là, c'est comme on vous demande d'enlever la charge, c'est-à-dire de rendre la charge égale à l'infini, donc de l'enlever, mettre un circuit ouvert, et dans ce cas-là, faire le calcul de AV0. Donc, comme il y a l'amplification tension, il y a une amplification courant, ou bien gain de courant, c'est AI, d'accord? Alors, il est défini comme le rapport entre le courant de sortie et le courant d'entrée, d'accord? Donc, c'est très simple, on trouve d'abord l'expression de courant de sortie, puis on la divise sur l'expression de courant d'entrée. L'amplification puissance, hein, donc puissance sortie, puissance d'entrée, le rapport entre les deux, puissance sortie sur puissance d'entrée, parfois ça revient à faire de multiplier l'amplification en courant avec l'amplification en tension. Donc comme vous voyez là, on a l'amplification des deux. AV fois, c'est-à-dire que l'amplification en puissance, c'est le produit de AV fois A. L'impédance d'entrée, qui est une caractéristique très importante pour les amplificateurs, d'accord? Donc, pour calculer l'impédance d'entrée d'un amplificateur, c'est le rapport entre la tension d'entrée et le courant d'entrée. Donc, la tension d'entrée, c'est la tension borne de générateur, et le courant d'entrée, ou plutôt la tension qui rentre dans l'ampli, d'accord, sur le courant d'entrée qui rentre dans l'ampli IE. D'accord? Une fois qu'on a ce rapport-là, on obtient l'impédance d'entrée. Donc, l'impédance d'entrée nous donne une indication aussi sur la nature de l'amplificateur. Ça dépend. Est-ce qu'il a une impédance d'entrée très grande? Est-ce qu'il a une impédance d'entrée très faible? Donc, on va voir sur certains montages classiques comment on peut distinguer entre les différents amplificateurs. L'impédance de sortie, hein, donc l'impédance de sortie, euh, pour la retrouver, il faut suivre certaines méthodes. Donc l'impédance sortie, elle est définie comme la tension de sortie sur le courant de sortie pour EG égale à 0. D'accord? EG égale à 0, c'est-à-dire le générateur, on doit court-circuiter le générateur à l'entrée. D'accord? Et mettre un générateur à la sortie. Donc ça, c'est la règle. Vous allez voir que toujours on aura quelques petites difficultés avec cette impédance sortie. C'est pour ça que je vous demande toujours de revenir sur la définition principale qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire que pour avoir ou pour calculer l'impédance sortie, on court-circuite le générateur dynamique à l'entrée et on met un générateur dynamique à la sortie, à la place de la charge. D'accord? Si on a la charge ZL dans le montage, on enlève la charge et on place le générateur dynamique à la place de la charge. Si on n'a pas de charge, on met le générateur à la place où on devrait avoir une charge. D'accord? C'est-à-dire directement après la capacité de liaison, la sortie de montage, après la capacité de liaison et la masse. D'accord? On branche là-bas un générateur dynamique, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a un générateur dynamique à la sortie, pas à l'entrée. À l'entrée, il est court-circuité. D'accord?
Donc on est en train de fournir un signal à la sortie et on est en train de voir l'impédance vue à la sortie. D'accord? Donc l'impédance, c'est comme une résistance, c'est-à-dire il faut fournir un signal pour voir l'impédance sur un accès. Si on a un accès, l'accès ça veut dire l'entrée ou bien la sortie. Donc toujours pour avoir l'impédance au niveau de cet accès-là, ou ce port-là, il faut toujours mettre un générateur. Donc fournir un signal et voir la résistivité ou l'impédance fournie par cette entrée-là. Donc c'est la règle générale en électronique. On l'applique ici. Donc pour avoir l'impédance d'entrée, on a utilisé le générateur dynamique qui se trouve à l'entrée. Cette fois-ci, pour calculer ou avoir l'impédance de sortie, le générateur dynamique, on le met à la sortie, on l'enlève. Il ne faut pas oublier de l'enlever au niveau de l'entrée et de le déplacer, c'est-à-dire de le mettre à la sortie, à la place de la charge, ou bien, c'est-à-dire si on a la charge, on enlève la charge et on le met, ou on le met à la place de la charge, c'est-à-dire la place où on devrait avoir une charge, on le met là-bas et on essaye de tester l'impédance ou d'avoir l'impédance de sortie. Donc, générateur de sortie certainement va livrer un courant IS et on fait le rapport VS sur IS pour avoir l'impédance de sortie. C'est l'impédance vue par la charge. C'est-à-dire, si on avait une charge là-bas, ZL, qui normalement doit être dans la place de générateur, donc c'est l'impédance qui va être vue par cette charge-là. D'accord? Donc, tous ces paramètres-là qu'on vient de voir, l'impédance d'entrée, l'impédance sortie, l'amplification courant, l'amplification tension et éventuellement l'amplification puissance, ce sont des paramètres qu'on va calculer dans les exercices pour caractériser le comportement dynamique des amplificateurs. Donc, tous les schémas à base d'amplificateurs, tous les schémas d'amplificateurs à base de transistors, nécessitent le calcul de ces paramètres pour identifier en fait l'amplificateur et savoir de quel type d'amplificateur on a et qui sont les caractéristiques de l'amplificateur. Un paramètre qui est très important pour l'amplificateur, c'est la bande passante fréquentielle de l'amplificateur. D'accord? Donc la bande passante, généralement une caractéristique, on ne va pas le calculer, mais ça peut se déduire. Donc comme vous pouvez voir ici, nous avons tracé le gain en tension, d'accord, en fonction de la fréquence, d'accord, et on a vu que le gain en tension est là sa valeur max. Donc on a sa valeur max dans un certain intervalle. Après, le gain en tension commence à chuter des deux côtés. D'accord? C'est-à-dire, on a défini, euh, on a défini euh, un domaine entre fréquence de coupure basse et fréquence de coupure haute. Dans ce domaine-là, dans cet intervalle-là, le gain, il est max, c'est-à-dire le gain en tension, il est stable, il est à sa valeur maximale. Par contre, si on dépasse ces fréquences-là, soit de ce côté-là, d'accord, ou bien de ce côté-là, on voit que le gain commence à chuter. Donc, l'intervalle qui est là, entre ces deux fréquences-là, c'est un intervalle fréquentiel et ça s'appelle la bande passante. C'est ça la bande passante de l'ampli. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dans la bande passante? On a un gain maximal pour l'ampli. C'est-à-dire, on a le maximum de gain de l'ampli. Et donc, certainement, lorsqu'on veut acheter un amplificateur pour une application donnée, on cherche à l'utiliser à une fréquence appartenant à la bande passante de l'ampli. C'est-à-dire, on doit avoir une information sur la bande passante de l'amplificateur de telle façon que la fréquence d'utilisation de l'ampli, c'est-à-dire la fréquence où on veut utiliser notre ampli, doit appartenir à cet intervalle-là. Pourquoi? Tout simplement pour garantir le maximum de gain. Parce que si je fais fonctionner mon transistor, mon amplificateur, pardon, à des fréquences hors la bande passante, je ne vais pas avoir un gain max, je vais avoir un gain qui est faible. Hein. Comme vous pouvez voir ici, le gain n'est pas à sa valeur maximale qui est là. D'accord? Donc voilà le rôle de la bande passante. Le rôle de la bande passante, c'est ça. Alors la question maintenant, pourquoi le gain il chute ici?
des deux côtés. Ben, parce que on n'est plus sur la zone linéaire. Comme expliqué auparavant, ben, la zone linéaire, elle est là. C'est-à-dire dans la bande passante de l'ampli, on est dans la zone linéaire. C'est pour ça on garantit le maximum de gains. Mais lorsqu'on s'éloigne de la zone linéaire, eh ben certainement le gain va chuter, donc on n'est plus dans la zone linéaire, donc le gain commence à chuter des deux côtés, on diminue le gain d'une manière rapide jusqu'à que le gain se dégrade, et si le gain se dégrade, ben, on ne parle plus de l'ampli, donc l'ampli perd sa caractéristique. Ben, la caractéristique de l'ampli, on le sait très bien, c'est de l'amplification, c'est amplifié. Eh ben, si son gain diminue, c'est-à-dire si un ampli ne fournit pas le maximum de son gain, ben ça veut dire qu'il ne sert pas vraiment à amplifier. Donc, et son fonctionnement, on dit qu'il est dégradé. D'accord? Et donc, voilà comment expliquer le fonctionnement de l'ampli. La bande passante de l'ampli qui est en relation forte avec la zone linéaire et les zones où on voit que le gain commence à chuter, ce sont des zones de fonctionnement non linéaire. C'est-à-dire si on rentre dans ces zones-là, le gain chute et le fonctionnement de l'ampli se dégrade. Donc voilà ce schéma-là que vous pouvez voir ici schématise les différentes caractéristiques aux paramètres dynamiques de l'ampli, à savoir l'amplification tension, l'amplification courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Donc on les met sous cette forme-là, c'est le schéma équivalent de l'ampli, hein. Donc c'est-à-dire que l'ampli, comme vous pouvez voir, on peut le remplacer par un schéma en pointillé, d'accord? C'est-à-dire avec une impédance d'entrée, une impédance sortie et un générateur AVVE. D'accord? Donc voilà, on voit le courant d'entrée IS, le courant de sortie, le courant pardon, de sortie IS, le courant d'entrée IE, la tension d'entrée VE et la tension de sortie VS. Donc ce qui est entre les pointillés, c'est l'ampli. Donc tout montage amplificateur peut être remplacé par ce schéma équivalent, hein, tout en connaissant son impédance d'entrée, impédance sortie et le gain en tension. Son gain en tension. Donc, une fois qu'on a ces paramètres-là, on peut remplacer l'ampli par ce schéma équivalent et donc on peut l'utiliser dans les différentes applications. Alors, il existe quelques montages classiques en électronique à base de transistors bipolaires d'amplification. Donc, ces montages classiques, on va les voir dans le cours, hein. On va les voir aussi dans le TD. On va aussi revoir ça dans le TD, juste pour maîtriser l'étude de ces montages classiques. D'accord? Donc, ce sont trois montages d'amplificateurs. Montage amplificateur émetteur commun, montage amplificateur collecteur commun et montage amplificateur base commune. D'accord? C'est les trois cas qu'on peut avoir comme montage classique. Donc généralement, il faut savoir que les montages à base d'amplificateurs ils sont basés sur des étages. Donc certes, dans les schémas d'amplificateurs qui sont utilisés dans les applications pratiques, on trouve plusieurs étages d'amplification pour certainement garantir un gain convenable à certaines applications. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ces montages sont des montages de base. C'est juste pour se familiariser avec quelques montages simples. D'accord? Donc on aura l'occasion de revoir ces montages classiques avec plus de détails, c'est-à-dire des démonstrations et des calculs. D'accord? Mais dans le cours, on va pas rentrer dans les détails de calcul. Donc le premier montage, il est appelé montage amplificateur émetteur commun. Vous voyez son schéma, il est là. Donc on a quatre résistances, la résistance RB1, RB2, RC et RL, d'accord? Les capacités de liaison, d'accord? À l'entrée et à la sortie, ce qui nous permet d'identifier l'ampli, hein? L'ampli, voilà, on le voit, il est là, il est entre ces capacités de liaison. Vous allez me dire la VCC rentre dans l'ampli parce que c'est une tension de polarisation.
Rappelez-vous bien de mon polarisation, d'accord? On l'a expliqué auparavant. Donc, c'est une tension de polarisation. Donc, il rentre dans l'ampli parce que c'est lui qui fixe le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, il est fixé par les trois résistances qui sont là, RB1, RB2, RC et VCC aussi, d'accord? Et bien évidemment, le transistor qui est le cœur de l'ampli. D'accord? C'est lui qui va nous donner la fonctionnalité de l'amplification. Parce que s'il n'y a pas de transistor, on ne peut pas amplifier pour le moment. D'accord? Donc, il y a une autre résistance, mais celle-là, c'est la résistance interne de montage, hein, la résistance RG, avec le générateur dynamique EG. D'accord? Donc, en dynamique, bien évidemment, on a besoin de générateur dynamique qui est là. Les capacités de liaison, comme on a expliqué, en statique, il se met en circuit ouvert, d'accord? Parce que la fréquence, elle est nulle et l'impédance donnée par ces capacités, elle est, dans ce cas-là, elle est infinie. D'accord, puisqu'il est infini, donc c'est des circuits ouverts. Donc on a en statique, on n'a que le schéma de l'ampli, d'accord, en statique pour l'étudier et faire bien évidemment et fixer le point de fonctionnement. Et puis en dynamique, les capacités de liaison se met en court-circuit, pardon, d'accord, pour pouvoir en régime petit signal, il se met en circuit ouvert pour pouvoir alimenter le transistor en dynamique. Et faire bien évidemment les petites variations autour de ces points de fonctionnement qui restent fixes. Parce que si un générateur ou si une composante, la chose la plus importante ou le rôle le plus important joué par ces capacités de liaison lors de l'étude statique, c'est d'empêcher tout passage d'une composante continue au montage. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour ça que en statique, il se met en circuit ouvert. Pourquoi en circuit ouvert? Il empêche le passage pardon, d'une composante continue au montage. Soit le passage d'une composante continue de l'entrée ou là de la sortie. Parce que il y a deux accès du montage. L'accès 1 qui est l'entrée et l'accès 2 qui est la sortie. Et il se peut que l'accès 2 devient une entrée. Hein, donc voilà, ça dépend. Donc on parle des accès. Plutôt entrée-sortie, ce sont deux accès. Et donc on ouvre les accès, d'accord, de telle façon que étudier que l'amplificateur en statique et fixer son point de fonctionnement. Parce que si on est en train d'étudier le point de fonctionnement et de le fixer alors qu'il y a une composante continue qui rentre soit de l'entrée, soit de la sortie, il va perturber l'étude ou le fonctionnement de point de fonctionnement, c'est-à-dire la fixation de point de fonctionnement. Donc, la composante continue, lorsqu'on parle de composante continue, c'est comme un signal continu, d'accord? C'est quelque chose de constant, hein, donc voilà. Donc, il se peut que ce générateur dynamique que vous voyez là, il a un signal variable, d'accord, qui varie dans le temps, mais qu'il a une composante continue. D'accord? Dans le cours de traitement de signal, certainement, vous avez vu la composante continue de signal. Lorsqu'on a un signal, il a une composante continue. Par exemple, si on prend un signal très simple, un signal sinusoïdal, d'accord? Un signal sinusoïdal ayant une composante continue, c'est-à-dire il n'est pas centré autour de zéro. Donc il est décalé. Et il varie autour de 1 volt ou la 2 volts, ça dépend de la valeur de cette composante continue. Mais lorsque le signal il varie autour de zéro, l'axe 0, d'accord? L'axe des temps il est à l'échelle amplitude 0, donc on a le signal qui varie autour de ça, et bien dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas de composant continu, d'accord? Là, c'est 0, il n'y a pas de composant continu. Par contre, si on a un signal qui varie autour de 1 volt, d'accord? Un signal, on dit que le signal contient une composante continue de 1 volt, d'accord? Donc, il se peut que ce générateur contienne une composante continue. C'est ici l'accès n'est pas ouvert, d'accord, dans le cas de l'étude statique. Donc, cette composante va être introduite dans le montage. Il va perturber VCC, d'accord? Et donc, on va pas fixer correctement le point de fonctionnement. D'accord? Donc, dans l'étude statique, on doit
ouvrir les accès de telle façon à éviter l'entrée d'une composante continue sur le montage. Et ça, c'est général pour tous les montages à base d'amplificateurs, de telle façon à fixer correctement le point de fonctionnement. Après, dans l'étude dynamique, on remet les capacités de liaison là vont jouer le rôle d'un court-circuit, c'est-à-dire un fil, et donc elles sont remplacées par un fil de telle façon à faire passer le signal euh, dynamique, d'accord? Et dans ce cas-là, on n'a pas de problème, hein, parce que le point de fonctionnement est déjà fixé. Donc, c'est-à-dire, il est fixé par les résistances de montage, d'accord? On dit généralement par les éléments de montage pour inclure bien évidemment VCC parce que aussi VCC il est utilisé pour fixer le point de fonctionnement. D'accord? Donc voilà, donc à base de ce montage amplificateur émetteur commun, on peut avoir deux types de montage, un montage qui sert à l'étude statique et un montage qui sert à l'étude dynamique. D'accord? Voilà, donc le montage qui sert à l'étude statique, vous devrez être capable de le faire, donc c'est celui-là. Donc pour avoir ce montage-là statique, donc on a remplacé le générateur dynamique par de tension par un court-circuit et on a remplacé les capacités de liaison par des circuits ouverts parce que à la fréquence 0, qui est la fréquence qui existe dans le régime statique, les impédances des capacités sont infinies, d'accord, de telle façon qu'on peut les remplacer par des circuits ouverts. Voilà, donc on a les trois résistances, d'accord, voilà, on a les trois résistances. euh, on a les trois résistances de montage hein, qui vont rester RB1, RB2, RC et puis le VCC. Le RL, la charge qui existe dans le montage parce qu'il vient après la capacité de liaison. Euh, on peut revenir la voir sur le montage de tout à l'heure. On l'a enlevé parce que la capacité de liaison elle est remplacée par un circuit ouvert, donc ce qui fait que l'impédance de sortie ou la charge ne peut pas être attachée au montage. D'accord? Donc, comme on a déterminé le schéma statique, on peut déterminer aussi le schéma dynamique. Donc, pour déterminer le schéma dynamique, dans ce cas-là, on doit court-circuiter le générateur statique. Donc, comme vous voyez ici, on a mis en court-circuit le générateur statique de tension, le générateur continu. Et on a mis en court-circuit aussi les capacités de liaison. Donc la capacité de liaison d'entrée, elle était là, et si on l'a court-circuité, la capacité de liaison de sortie, elle est là. Donc puisqu'on a mis un court-circuit, cette fois-ci, la charge, elle est bien présente dans le montage. D'accord? Donc on a ce schéma équivalent. Donc ce montage-là, statique, il sert pour l'étude statique tout simplement, et ce montage-là, sert à faire l'étude dynamique. D'accord? Donc, dans les exercices, il faut savoir. Donc, lorsque vous allez travailler sur un exercice, il faut savoir euh, euh, le sens des questions. Est-ce qu'on pose des questions pour faire l'étude statique ou bien on pose des questions pour faire l'étude dynamique? D'accord? Donc, si on est en train de faire l'étude statique, il faut retrouver le schéma statique de l'amplificateur. D'accord? C'est celui qui est utilisé en statique pour faire l'étude statique. L'étude statique, généralement, comme on a dit plusieurs fois, sert à fixer le point de fonctionnement ou, si on connaît le point de fonctionnement, à avoir les différents éléments de montage, c'est-à-dire les différentes résistances. Le schéma dynamique, il est là. On l'obtient de la manière qu'on a vue tout à l'heure. Et il sert seulement à l'étude dynamique, c'est-à-dire étudier des petites variations autour de points de fonctionnement déjà fixés en statique. D'accord? Donc voilà les deux schémas. Donc pour nous, l'étude statique, elle est déjà faite. On a fait plusieurs fois sur les différents montages. Donc il sert principalement à calculer les différents éléments de montage ou bien calculer le point de fonctionnement à base de calcul droite de charge et droite d'attaque. Droite d'attaque en entrée sur la maille d'entrée, droite de charge sur la maille de sortie. Et si on a un réseau de caractéristiques, on peut les représenter, avoir le point de fonctionnement. Si on n'a pas, on peut calculer bien évidemment les différentes valeurs de point de fonctionnement. Et puis on a le schéma dynamique qui sert à l'étude dynamique. Puisqu'on est sur l'étude dynamique des amplis, on va rester sur bien évidemment le schéma dynamique qui est le plus important pour. Alors, à base de schéma dynamique de tout à l'heure, on va remplacer cette fois-ci
on va remplacer le transistor par son schéma équivalent, son schéma simplifié qu'on a vu la dernière fois. Donc c'est ce schéma-là, d'accord? Comme vous pouvez voir, ça remplace le transistor. C'est le transistor. La base de transistor, elle est là, c'est ce point-là. L'émetteur, il est là, d'accord? Elle est là aussi, parce que tout ça, c'est la même chose, c'est le même point, c'est l'émetteur. Et le collecteur, il est là. Donc ça, c'est le collecteur et ça, c'est la base de transistor. D'accord? Voilà, dans le montage de tout à l'heure, on a tout simplement remplacé le transistor par son schéma équivalent simplifié. D'accord? On obtient ce montage-là. C'est le montage ou le schéma équivalent dynamique de l'amplificateur. Émetteur commun. Voilà. C'est le schéma dynamique équivalent de l'amplificateur en émetteur commun. Donc il faut être capable à arriver jusqu'à ce montage-là parce que en suivant bien évidemment les règles qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc je vous invite à refaire toute cette démarche-là et revoir à titre reposé toute cette démarche-là pour arriver à ce montage-là. Donc maintenant, l'étude de montage, eh ben, l'étude de montage se base sur les différentes équations. Donc on connaît certaines équations ou certaines relations de montage qui viennent avec le transistor, d'accord, qui sont là, ce sont connus. Hein, donc VBE égale à H11 EIB et IC égale à H21 EIB, avec H21 E égale à bêta, hein, c'est l'amplification en courant. D'accord? Et puis on a les différentes relations de montage que vous voyez là, hein. Donc ce sont les différentes relations de montage qu'on peut déduire, hein. Donc on a à partir de montage, donc on a IE, le courant d'entrée qui est égal au courant I' plus IB. I' c'est le courant qui va passer. Si je suppose que les deux résistances RB1 et RB2 ils sont parallèles, je peux les remplacer par une résistance RB. D'accord? Le remplacer par une résistance RB équivalent parce que les deux ils sont parallèles. Je vais mettre qu'une seule résistance ici, une grande résistance, hein, comme vous pouvez voir ici, d'accord? Bon, une grande au niveau schéma, pas au niveau valeur, hein, parce que on va voir par la suite comment savoir la valeur de la résistance. Lorsqu'on a deux résistances en parallèle, ça dépend de la valeur de ces deux résistances, hein, donc, est-ce qu'on obtient une grande ou une petite résistance? Donc, ça dépend, hein, donc, ça dépend de la valeur des deux résistances. D'accord? Donc, si on met une résistance ici, hein, une seule résistance, donc il y a un courant qui va passer dans cette résistance-là. C'est le courant I'. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, en appliquant la loi des nœuds, donc IE égale à I', le courant qui passe dans cette résistance équivalente, plus le courant IB. Le courant IB, c'est le courant qui passe ici. Hein, donc, c'est le courant transistor, la base transistor. VE égale à VBE. Donc, on voit que VE, la tension VE qui est là, égale à la même tension qui est là. Entre ce point-là et ce point-là, on a toujours la même tension. C'est la même tension qui existe là aussi. Hein, d'accord? Au bord de cette résistance RB équivalent aux deux. Donc on l'a appelé RP. Je l'ai appelé RP, donc je vais remplacer B par P. Hein. Donc comme vous voyez ici, RP, c'est la résistance équivalente à RB1 et RB2. D'accord? Donc EG ou égal à RGIE, on ne le voit pas sur le montage, mais ici, si vous voulez, on a une résistance, la résistance interne au générateur dynamique. D'accord? Ça, c'est RG. D'accord? Je suis désolé sur l'écriture, c'est difficile de toujours d'écrire avec la souris. Hein. Donc EG. Voilà. Donc ça, c'est le générateur dynamique, résistance interne du générateur. Donc ça nous permet d'écrire ça, EG égale à RGIE plus VE. D'accord? Et IB, le courant IB, dans ce cas-là, va être égal à IE RP divisé sur RP plus H11. D'accord? Donc si on fait la relation pour calculer RP à base de la loi des nœuds en remplaçant I' par la relation VE sur RP ou la VBE sur RP avec VBE égale à RPI'. Hein, donc à partir de cette relation, la relation 4, on peut bien évidemment aboutir à cette relation-là. D'accord? Donc je vous invite à la démontrer. On reviendra sur ça dans les séances TD. D'accord?
Et puis IS, le courant à la sortie, IS, c'est lorsque bien évidemment la charge est finie, c'est-à-dire on a une charge RL ou ZL si vous voulez, on peut calculer le courant IS. Donc on a supposé que le courant IS il est là, puisque le courant, la tension monte, donc on a supposé que le courant descend. D'accord? Et donc, on a calculé ES à partir de cette relation, comme vous pouvez voir ici, c'est moins IC-RC sur RC plus RL, hein, la même chose. Vous pouvez la calculer en utilisant la loi de Mail, éventuellement la loi des nœuds, au niveau de la sortie de ce schéma-là. Donc, le premier paramètre à calculer pour l'amplificateur émetteur commun, c'est le gain en tension, AV. Alors, pour calculer le gain AV, on voit que le montage il est chargé hein, par RL. Et donc, à titre d'exercice, on va calculer le gain AV0 et AVC. Normalement, puisque le montage est chargé, on peut calculer directement le gain en tension à charge, c'est-à-dire AVC. Mais à titre d'exemple, si vous voulez, on va calculer les deux. Donc, pour calculer le gain à vide, on va supposer que RL égale à l'infini. Donc, on va enlever RL, hein. Donc, on va enlever RL du montage. Donc, il n'y aura pas de RL de montage. Et le montage va se terminer à ce niveau-là, au niveau de la résistance RC. D'accord? Donc, il n'y aura pas cette partie-là. Dans ce cas-là, on va calculer AV0. Et AV0, comme on a vu, c'est pour le calculer, il faut calculer VS et calculer VE. D'accord? La tension à la sortie et la tension à l'entrée. Donc, la technique la plus simple qu'on va adopter généralement dans l'exercice, bon, c'est une technique, hein, c'est pas une règle, hein. Donc, vous pouvez ne pas l'utiliser, mais cette technique, c'est une technique de calcul qui permet de simplifier le calcul. Donc, c'est d'exprimer toutes les grandeurs en fonction du IB. D'accord? Donc, exprimer toutes les grandeurs en fonction de IB. D'accord? Donc, toute tension, tout courant de montage en fonction de IB. Et après, quand on fait le rapport, parce que généralement on va calculer les gains en tension, gains en courant, ainsi de suite, ce sont les impédances d'entrée et de sortie. Donc toujours on fait des rapports. Donc on fait les rapports des grandeurs, on simplifie avec IB et on a l'expression générale. Pourquoi IB? Parce que IB, on le voit, il est là dans cette partie-là et on le voit à la sortie parce que on voit que IB il est là et IC dépend de IB, hein. Donc on voit que on a IC dans l'autre partie de montage, mais IC dépend de IB. Il y a toujours la relation IC égale à bêta IB. Donc voilà ce qui que IB, si vous voulez, c'est un paramètre commun. D'accord, entre les deux parties de montage. Et c'est facile d'écrire tout en fonction de IB et ça simplifie. Ça simplifie les expressions. Parce que si on utilise plusieurs notations de courant, de tension dans le montage, ça va compliquer l'étude, hein. Ça va compliquer, il faut toujours faire beaucoup de calculs. Donc pourquoi ne pas exprimer tout en fonction de IB? Et comme ça, les choses sont plus simples. Alors, au niveau de l'entrée, les choses sont très simples. Donc, la tension d'entrée VE égale à VBE. Et VBE, on sait qu'il égale à H11 IB. Voilà. Donc, l'entrée, pas de problème. VE, c'est H11 IB. D'accord? Donc, voilà. L'entrée, c'est H11 IB. Pour la sortie, donc VS, ça va être au niveau de RC. Et donc, ça va être moins. Donc, ça va être moins RC fois IC. D'accord? Moins RC fois IC. Avec IC, c'est bêta IB. Donc, c'est moins RC. C'est moins RC bêta IB. D'accord? C'est moins RC bêta IB. D'accord? Donc, moins RC bêta IB. Voilà, on a exprimé, si vous voulez, les deux tensions d'entrée et de sortie. Maintenant, on fait le rapport. Si on fait le rapport, bah, on obtient, comme vous pouvez voir ici, moins bêta, hein, c'est H21, c'est bêta, RC sur H11. Voilà, qu'on peut écrire sur la forme suivante.
D'accord? Donc ça, c'est pour le premier cas, le cas de gain à vide, c'est-à-dire en supposant que RL il est infini en mettant RL comme circuit ouvert. Maintenant, le gain à charge, d'ailleurs, on doit calculer le gain à charge parce que ce montage-là contient une charge. Et dans ce cas-là, on a besoin de la charge, donc on doit tenir compte de la charge dans le montage. D'accord? Donc on doit tenir compte de la charge dans notre montage. Et donc, de la même façon, il faut calculer VE et VS. VE reste la même parce que ça ne change pas au niveau de l'entrée. Par contre, cette fois-ci, il faut calculer VS à base de cette nouvelle sortie, hein, parce qu'il y a RL maintenant qui est présente. D'accord? Alors, c'est très simple cette fois-ci. On a deux résistances RL et RC qui sont parallèles. Donc, on va les mettre en parallèle. Donc, au lieu d'écrire ici RC, on va remplacer RC par RC parallèle à RL. D'accord? Donc, au lieu de mettre RC, parce que tout à l'heure on n'avait que RC, maintenant on a RC parallèle à RL et donc la sortie, plutôt le gain à charge va devenir moins bêta RC parallèle à RL divisé sur H. Vous voyez que c'est très simple, je n'ai pas écrit beaucoup de choses et ça m'a permis de calculer et de faire le calcul facile de gain. Donc on va essayer dans les exercices d'adopter cette technique ou cette méthode pour essayer d'aller vite dans le calcul et de ne pas se tromper. Parce que si on définit plusieurs courants, plusieurs tensions, d'accord, si je définis par exemple un courant qui passe ici, d'accord, un courant qui passe là, un courant qui passe là, un courant qui passe ici, une tension là, ainsi de suite, une tension là. Cela, ça va compliquer. Donc, je vais me retrouver avec plusieurs équations, plusieurs calculs. Et vu que je vais faire beaucoup de calculs, vous savez très bien que les chances de faire des erreurs vont augmenter, hein. Donc, voilà. Alors, il faut optimiser les calculs, savoir qu'est-ce qu'on fait et utiliser des techniques rapides pour avoir des résultats. Donc, il ne faut pas rentrer dans plusieurs calculs et il faut minimiser le calcul et éviter des calculs qui sont lourds. Alors le gain en courant, hein, on peut le calculer, hein, comme vous pouvez voir ici, hein. Donc on a mis AI égale à IS sur IE par définition, donc c'est IS sur IC, IC sur IB, IB sur IE. Donc on va calculer chaque grandeur, hein, comme vous pouvez voir. Donc IC sur IB ça donne H11 ou bêta, d'accord? Et les autres paramètres, les autres rapports, hein, IS en fonction sur IC et IB en fonction de IE, on peut les calculer aussi, hein, de cette manière-là, hein, d'accord? Donc, comme vous pouvez voir, hein, sur le schéma, c'est très simple. Donc, voilà, on arrive à un gain en courant qui est égal à cette relation-là. Pour le simplifier, si on suppose que RP est très grand devant H11, d'accord, on peut se retrouver avec cette expression-là. Donc ça c'est juste pour simplifier, hein, mais ça dépend des exercices. Mais généralement, comme on a dit, il faut toujours connaître l'ordre de grandeur. Et généralement RP qui est la résistance parallèle de RB1 et RB2, voilà, donc il est égal à sa valeur il est plus proche de la plus petite des deux résistances. Et les deux résistances, ils sont de l'ordre ils dépassent à peu près des kilos, des dizaines de kilos ohms. Et donc, certainement, ils sont supérieurs, ils sont largement supérieurs à H11 qu'on connaît, qui ne dépasse pas 5 kilos ohms. D'accord? Qu'il est entre donc, quelques kilos de ohms. D'accord? Donc, on voit très bien qu'on peut faire cette simplification. Donc, cette simplification, je l'ai fait dans le cours, mais dans les exercices, ça dépend. S'il est proposé, on peut le faire. S'il n'est pas proposé, on ne peut pas le faire et on laisse le résultat comme il est. L'impédance d'entrée, par définition, c'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Donc, de la même manière, hein, on peut calculer, calculer ça. Donc, ZE égale à RP parallèle à H11, hein. Donc, voilà, on voit que si je mets toutes ces résistances-là en parallèle, d'accord, donc j'ai RP. Déjà, RP, c'est la résistance parallèle des deux qui sont là. Ça, c'est RP.
parallèle à H11, d'accord? Et donc, dans la résistance équivalente, c'est-à-dire RP parallèle à H11, donc il y aura un courant IE qui va passer, d'accord? Il y aura un courant IE qui va passer, il y aura une tension VE, et donc rapport VE sur IE, ça nous donne RP sur H11. Si je fais toujours la simplification, j'obtiens que l'impédance d'entrée est à peu près égale à H11, d'accord? Alors l'impédance sortie cette fois-ci, comme vous pouvez voir, donc j'ai court-circuité le générateur dynamique. Donc avant, j'avais un générateur dynamique ici, d'accord? Et je l'ai court-circuité. Donc court-circuité, ça veut dire que je l'ai enlevé, je l'ai remplacé par un fil, d'accord? Et j'ai mis à la place de la charge, vous voyez que la charge n'existe pas là, j'ai mis à la place de la charge un générateur dynamique. À la sortie, le générateur dynamique va me fournir un courant IS, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce courant-là va aller dans le montage, d'accord? Va aller dans le montage et donc il va aller là, d'accord? Et on va voir est-ce qu'on aura un courant IC ou pas. Ça dépend de bêta IB, donc ça dépend du courant IB. Est-ce qu'on aura un courant IB ou pas? D'accord? Donc le courant qui est là n'arrive pas à passer dans le générateur de courant, donc il va rentrer complètement ici. Et on voit que tout ça, ce sont des résistances, qu'on peut les remplacer par une résistance équivalente, et qu'il n'y aura pas de courant IB. Le courant IB va être nul. Donc on a IE qui est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de générateur qui va nous fournir IE. IB va être nul, et ici IB est nul, IC est nul. Donc puisque ici est nul, donc IS va rentrer complètement dans RC. D'accord? Il va rentrer complètement dans RC, et donc la tension bande RC c'est VS, d'accord? La tension bande RC c'est VS, et le courant qui passe dans RC c'est IS, d'accord? Et donc bien évidemment on a VS qui est égal à RS I0, donc RC pardon I0, donc égal à RC IS, et donc la résistance sortie. On peut parler cette fois-ci de résistance sortie parce que c'est une résistance. Donc l'impédance elle est complètement réelle, et donc c'est une résistance, c'est RC. D'accord? RC c'est généralement grand, hein, donc c'est une grande résistance sortie. Tout à l'heure on a vu que l'impédance d'entrée égale à H11, donc c'est une faible impédance d'entrée et une forte impédance de sortie. Donc, ce qui nous ramène à une conclusion sur ce montage émetteur commun. Donc, c'est un montage inverseur. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un signe- sur le gain. Donc, on a un gain, c'est-à-dire que le gain il est élevé, ben, il est supérieur à 1, mais en valeur absolue. D'accord? Parce qu'il y a un signe moins, hein, donc comment on peut voir, comment on a pu voir, pardon. D'accord? Donc, c'est un ampli de tension, puisqu'en valeur absolue, si vous voulez, AV est supérieur à 1. D'accord? Si on considère sa caractéristique d'inverseur, donc le gain, il est positif, hein. C'est-à-dire, on prend la valeur absolue du gain en tension. Donc, c'est un amplificateur de tension, si vous voulez, hein. Donc, il amplifie la tension. Et on a vu le courant il est pas très, très amplifié. Alors, faible impédance d'entrée, c'est ce que je viens de dire, hein, donc il est à peu près égal à H11. H11 c'est quelques ohms, hein, donc entre 1 et 5 kilo-ohms, pardon, c'est quelques kilo-ohms, pardon. Et un ampli avec une grande impédance sortie, parce que l'impédance sortie est égale à RC. Et généralement RC, ça on va le voir dans le montage, il est de l'ordre de quelques dizaines, même quelques centaines de kilos. Ça dépend de certains montages. En tout cas, c'est une forte impédance ou c'est une forte résistance de sortie. Donc voilà les caractéristiques de ce montage émetteur commun. D'accord? Il faut les connaître par cœur. Il faut connaître que le montage amplificateur commun ou l'étage émetteur commun, c'est un étage amplificateur tension. C'est un étage inverseur parce qu'il y a 6 moins sur le gain en tension. Il est caractérisé par une faible impédance d'entrée et une forte impédance de sortie. Et ça, ces caractéristiques sont très importantes dans le calcul. Si jamais vous avez un montage et vous ne savez pas les caractéristiques de ce montage-là, une fois que vous avez fait le calcul, vous se retrouvez avec ces caractéristiques là, et ben, il faut reconnaître le montage qu'il s'agit d'un montage émetteur commun. D'accord? Donc ça vous permet d'identifier le type de montage aussi. D'accord? C'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur pour l'utiliser dans les différentes applications.